David Lisnard est en direct avec nous, monsieur le maire. Merci de réagir en direct sur Europe 1. Vous le savez, peut-être que vos administrés vous en parlent lorsqu'ils vous croisent à Cannes. Ils s'inquiètent, les Français sont très inquiets de la hausse des prix du carburant depuis plus de 6 semaines au 42e jour de guerre. L'information de la matinée, monsieur le maire, c'est Michel-Édouard Leclerc qui vient doucher les espoirs des Français. On ne reviendra pas au prix d'avant-guerre. Et puis, je suis très attentif à vos tweets et puis à votre ligne politique, puisque vous dites, enfin, vous avez gardé le sens du mot économie. Et en politique aujourd'hui, c'est vrai que ce mot n'a plus véritablement de sens. Vous tweetez prix du carburant et pouvoir d'achat, certains proposent de baisser les taxes et s'arrêtent là dans l'argumentation. Je propose de baisser les dépenses publiques qui rendent ces taxes nécessaires. On ne libère pas les automobilistes avec des chèques sans provision. On les libère en arrêtant de gaspiller leur argent. Vous, David Lisnard, président de la République, vous faites comment pour aider les Français à court et à moyen terme ? Bonjour, d'abord merci de l'intérêt que vous portez à mes publications. Et effectivement, je suis estomaqué, stupéfait, sidéré par le fait que on propose de baisser le prix du carburant. Certains proposent de le plafonner, d'autres de baisser les taxes. Je trouve ça très bien. C'est très bien de baisser les taxes. Le plafonner, c'est absurde puisque ça créerait la pénurie et le manque, comme à chaque fois que ça a été fait. Baisser les taxes, mais si on ne baisse pas les dépenses qui sont alimentées par ces taxes, on fait payer notre carburant à nos enfants et à nos petits-enfants. Et c'est toute cette spirale, cette lâcheté, cette volonté démagogique qui fait que le pays aujourd'hui n'a plus aucune marge de manœuvre, qu'il est surendetté, que nous allons payer cette année avec nos impôts, vous comme moi, nous allons payer 7 fois plus d'impôts pour les seuls intérêts de la dette de l'État que pour tout le budget de la justice, alors qu'on manque de magistrats, on manque de places de prison et qu'il y a des voyous multirécidivistes dans les rues. J'en ai tous les jours, j'en constate malheureusement. Donc, sur la crise, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le redressement budgétaire, comme il a été fait en 58 à l'époque, comme il avait été fait sous Poincaré, comme il a été fait dans d'autres pays, en Nouvelle-Zélande dans les années 80, dans les années 2000 en Allemagne, ça se fait à la fin au profit non seulement des contribuables, mais aussi du service public et de la capacité d'action de la France. Si on veut redonner de la grandeur à la France, et si on veut aider de façon conjoncturelle, immédiate, des personnes en difficulté, parce que le carburant augmente et on a tous vu à quel point c'est pénalisant, et notamment les plus modestes, c'est toujours les premiers frappés, les plus pauvres par l'inflation, par définition, parce que c'est l'alimentation, c'est le carburant, c'est le logement, il y a une crise horrible. Il faut d'abord retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Et retrouver des marges de manœuvre budgétaires, c'est cesser de dépenser comme on le fait aujourd'hui, 900 milliards par an pour le système social. 900 milliards. C'est-à-dire que nous sommes le pays au monde qui sponsorise l'oisiveté, qui subventionne l'oisiveté au détriment du travail, de l'innovation, de l'investissement, de l'effort. Donc c'est, au-delà de la question de l'essence, c'est un vrai renversement de conception, de prise de conscience de la façon dont on recrée de la prospérité individuelle et de la prospérité collective. C'est retrouver le sens du mot économie. On est justement avec quelqu'un qui pense aussi économie, Benoît Perrin, économiste, directeur général de Contribuables Associés. Je vous sais pressé, monsieur le maire, il a une question, ce sera la dernière. Benoît Perrin pour vous. Monsieur le maire, est-ce qu'une des solutions justement pour faire des économies très rapidement, ça serait pas de geler les milliards, en l'occurrence les 8 milliards qui sont prévus pour soutenir le secteur des énergies renouvelables? Je pense notamment au photovoltaïque, je pense à l'éolien en mer, l'éolien terrestre. Ce sont des sommes considérables qui sont prévues et qui doivent être dépensées cette année. Est-ce que on pourrait pas se dire, en fait, on gèle ces crédits pour pouvoir baisser la facture de l'essence des Français? J'ai suivi le même raisonnement que vous il y a 3 jours et j'ai regardé la question. Le problème, c'est que ces 8 milliards, ils sont déjà engagés, ils sont contractuels. Mais il y a une autre possibilité. Si on veut baisser tout de suite de 17 centimes le prix de l'essence, 17 centimes, c'est pas neutre. Il y a une chose qu'on peut geler et qui n'a aucune incidence sur le budget de l'État. C'est ce qu'on appelle les certificats énergétiques. C'est-à-dire que dès qu'on fait le plein, par litre, on paye 17 centimes pour les certificats énergétiques. Cet argent, il va pas dans le budget de l'État, il va tout de suite au dispositif de soutien à la rénovation, etc., etc. Donc si on fait un moratoire immédiat là-dessus, le temps que le prix baisse à nouveau, on baisse de 17 centimes le prix de chaque litre. Et vous voyez, on fait en fait un contre-pied à l'administration, à la bureaucratie que j'essaie de pourfendre, parce qu'ils ne considèrent pas ces 17 centimes de prélèvement
au titre des certificats énergétiques comme des prélèvements obligatoires, alors que c'est un prélèvement et qu'il est obligatoire, mais dans leur jargon de Bercy, et donc ça ne passe pas par le budget de l'État, mais c'est quand même prélevé obligatoirement sur l'argent des Français qui font le plein, et ça va alimenter des dispositifs avec de la bureaucratie entre les deux. On le suspend le temps que l'essence repasse à un prix raisonnable, on économise 17 centimes par litre et on ne coûte rien à l'État. Eh bien, écoutez, merci d'avoir réagi en direct. David Lisnard, maire de Cannes, candidat à la présidentielle. Et c'est vrai que ça va être intéressant, cette campagne. On est déjà dedans. On est dans le premier kilomètre. Intéressant de voir qui, parmi les candidats, va mettre au cœur de sa campagne les questions de sécurité du quotidien, parce que c'est une priorité des Français, mais aussi les questions de sécurité financière. Et peut-être que le pouvoir d'achat sera peut-être la première des priorités à l'approche de cette élection présidentielle. Elle l'était déjà en 2022. On a un petit peu bien sûr, on a tendance à l'oublier, mais la campagne présidentielle de 2022, notamment après le déclenchement de la crise de la guerre en Ukraine, il y avait évidemment un volet international qui a pris beaucoup de place, mais derrière ce volet international, il y avait la question du pouvoir d'achat, notamment le RN et Marine Le Pen qui avaient décidé de faire une grande partie de sa campagne là-dessus, ce qui avait particulièrement agacé la droite et notamment Reconquête à l'époque, qui considérait que Marine Le Pen se trompait de campagne et passait à côté du sujet civilisationnel que Reconquête essayait de mettre sur la table. L'avenir a plutôt donné raison à Marine Le Pen sur cette question. Donc je pense que de la même manière qu'en 2022, la question du pouvoir d'achat sera essentielle pour le choix des Français. Et encore une fois, qu'on partage ou non les idées des candidats, c'est pas la question. En revanche, c'est intéressant de voir quels sont les couloirs qui sont pris. Le couloir économique par David Lisnard. Il y a le couloir social un peu écologique, le couloir sécuritaire, le couloir identitaire. C'est intéressant de voir ça. C'est pour ça que j'essaye toujours de déterminer, de regarder tous les candidats ou ceux qui sont en train de se lancer, de voir un peu la couleur de leurs tweets, de leurs réactions sur les réseaux sociaux. Et c'est très intéressant de voir ça. Au-delà, encore une fois, qu'on partage ou non, je ne sais pas si les idées de David Le but d'une présidentielle, c'est d'imposer son thème. Voilà. Si vous réussissez à imposer votre thème, ça serait quand même qu'on ait une élection présidentielle au cours de laquelle on puisse parler du fond. Parce que la vraie difficulté, c'est que les deux dernières élections présidentielles, en fait, on n'a pas eu projet contre projet. C'est une petite parenthèse avant de parler de la première visite d'Emmanuel Macron au Vatican, et qui échange depuis 10 heures ce matin avec le pape Léon XIV. Je voudrais revenir sur cette proposition de loi examinée et rejetée avant son examen pour éviter l'obstruction de la gauche et de l'extrême gauche. C'est l'extension du travail le 1er mai. Je rappelle que le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé. Alors faut-il travailler le 1er mai ? Je vous propose d'écouter Dominique Enract, qui est le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. On a des histoires complètement folles. Vous avez des boulangers qui, chefs d'entreprise, ont le droit de travailler le 1er mai, mais s'il y a un salarié qui travaille dans leur entreprise, hop, amende. Et vous avez des boulangers qui ont pris 30 000, 80 000. Monde de dingo. Dominique Enract. Vous savez, je peux vous trouver aussi, là, vous me trouvez un exemple, je peux vous en trouver plein de gens qui veulent travailler, bon, des patrons, mais aussi des salariés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont payés plus cher, c'est quand même, pour le pouvoir d'achat, c'est quand même intéressant. Vous savez, le travail n'est pas un gros mot. En boulangerie, on a 11 jours fériés qui sont déjà dans les conventions collectives. Si vous voulez, quelqu'un qui rentre dans la boulangerie, bien souvent, sait qu'il va travailler, ou il a le choix de prendre des samedis, dimanches, etc. Vous imaginez un pays comme la France, 34 000 boulangeries fermées le 1er mai, avec des endroits touristique où il y a 100 000 personnes, ça va être un scandale. Et Géraldine, vous avez dit quelque chose? Oui, pour le muguet. On interdit les fleuristes d'ouvrir le 1er mai alors que le muguet se vend dans la rue. Mais c'est fou. Alors, vous avez 30 secondes, cher Benoît Perrin, économiste, directeur général de Contribuables et Associés, pour nous dire à quel point il faut libérer le travail le 1er mai. Alors c'est simple, pour relancer la croissance, vous avez deux moyens. Soit vous travaillez mieux, soit vous travaillez plus. C'est aussi simple que ça. Travailler mieux, ça se fait pas du jour au lendemain. En revanche, travailler plus, il y a des décisions qui peuvent permettre, presque le lendemain justement, d'avoir plus de personnes au travail, ou en tout cas de permettre à ceux qui veulent travailler de le faire. En France, le principe est simple, vous avez 11 jours fériés. Pour tous les jours fériés, les employeurs peuvent effectivement imposer à leurs salariés de travailler sans forcément
d'ailleurs une augmentation de salaire. Ça dépend en fait en gros des conventions collectives. Et là, pour le 1er mai, c'était en quelque sorte la dernière exception, c'est-à-dire que l'employeur ne peut forcer son employé à travailler. Et c'est vrai que des jours comme le 1er mai, où tout le monde, en tout cas une grande partie des Français, vont acheter du pain, vont acheter des fleurs, donc se tournent vers des commerces de proximité, parce que justement, ils ont le temps, et ben c'est absolument incroyable que dans un pays qui souffre cruellement d'un manque de travail, on ne permette pas aux gens de travailler. Et il faut rappeler quand même que le 1er mai, en plus, les salariés sont payés double. Payés double. Olivier Faure qui dit « Ils veulent tuer le 1er mai ». Voilà la formule d'Olivier Faure. Et ça hurle à l'Assemblée nationale. Gérard Carrérou. Écoutez, vous vous étonnez alors que nous sommes le dernier pays communiste d'Europe. Oui, c'est pas faux. Vous avez raison, c'est porté par les premiers des communistes, puisque c'est le groupe Renaissance qui lance cette c'est tellement symbolique. Je plaisante bien sûr. Sébastien Ligny, en un mot. C'est tellement symbolique de l'état d'esprit général de ce pays. C'est-à-dire qu'en plus, c'est exactement la même chose que quand on a demandé et qu'on a ouvert la porte au travail le dimanche. Souvenez-vous, vous aviez des gens qui disaient mais c'est impossible, le dimanche c'est sacré, etc. Ouais. Mais c'était sur la base du volontariat. Si des gens veulent travailler le 1er mai, mais qu'ils travaillent, qu'on les laisse travailler. Qu'on leur foute la paix. C'est insupportable. Et ceux qui veulent tuer le 1er mai, c'est les casseurs qui ont confondu la fête du travail et la fête de la casse et qui se retrouvent dans tous les cortèges, notamment à Paris, et qui font du 1er mai la fête nationale de la casse et de s'attaquer aux forces de l'ordre avec des centaines de militants d'extrême gauche qui se réunissent en Black Bloc pour tout péter. Ça, c'est ces gens-là qui veulent tuer le 1er mai. Mais ceux qui, boulangers, fleuristes, se disent tiens, j'aimerais bien bosser ce jour-là parce que pour le chiffre d'affaires, ça peut nous aider, c'est pas eux et c'est pas les députés qui ont écouté la volonté de ces entrepreneurs-là qui veulent tuer le 1er mai, à mon sens.